Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine. Cette semaine, nous sommes en Seine-et-Marne, à l'ouest de Paris. Nous sommes dans une ferme spécialisée dans la fabrication du brie, la ferme des 30 arpents. Vous l'aurez compris, au menu, ce sera du fromage. Bonjour Jacques Cochot, merci de nous accueillir ici. Vous êtes le directeur de cette ferme, le patron. Ici, vous produisez du brie de Meaux AOP et du brie de Melun AOP. En quoi consiste cette fabrication? Alors, le brie de Meaux et le brie de Melun sont des fabrications traditionnelles de la région, évidemment. La particularité de la ferme, c'est qu'on a effectivement en production 2 appellations d'origine protégées, mais normes européennes, et qu'on est les seuls producteurs fermiers à fabriquer ces 2 appellations, c'est-à-dire à fabriquer à la ferme avec le lait de nos vaches sur le lieu de la ferme. Du lait cru. Alors, l'obligation de ces appellations, effectivement, d'utiliser du lait cru. C'est-à-dire, contrairement aux termes brie génériques qu'on trouve un peu partout, qui peut être fabriqué n'importe où, le brie de Meaux et le brie de Melun doivent impérativement être faits à partir de lait cru, ce qui n'est pas le cas des autres bries qui n'ont pas cette appellation, qui sont toujours faits à partir de lait pasteurisé et qui n'ont donc aucun goût. Qu'est-ce que c'est qu'une AOP? Alors, une AOP, c'est un fromage ou un vin, c'est la même chose pour le vin, qui est issu d'une appellation, d'une région géographique délimitée, qui correspond à la région traditionnelle de fabrication qui existe depuis très longtemps, qui est soumis à un cahier des charges à la fois sur la technologie de fabrication, donc les crus et un certain nombre d'autres paramètres de contrôle, et conditions également des normes de production du lait, c'est-à-dire l'alimentation des vaches et un certain nombre d'autres critères qui font qu'il y a des contraintes spécifiques qui ne sont pas utilisées ou utilisables ailleurs. Appellation d'origine protégée aujourd'hui, appellation d'origine contrôlée hier, c'est un label européen, nous sommes d'accord? Alors, appellation d'origine contrôlée, c'est un label français qui s'est transposé en label européen, donc AOP, appellation d'origine protégée, depuis quelques années, pour englober toutes les appellations d'origine des pays européens. Merci beaucoup Jacques Cochot de nous avoir accueillis. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, on vient de parler du brie, mais une autre star des fromages français reste évidemment le camembert. Et qui dit camembert dit évidemment Normandie. Sauf qu'il y a le camembert fabriqué en Normandie et le camembert de Normandie. Et il vaut mieux savoir faire la différence. Regardez. Il est le plus illustre des fromages au monde. Mais entre un camembert et un camembert, il y a parfois un gouffre. Quels sont les plus authentiques? Comment s'y retrouver? L'appellation d'origine protégée, l'AOP, garantit les meilleurs fromages grâce à un logo et surtout un nom, Camembert de Normandie. Mais sur les boîtes, on lit souvent Camembert fabriqué en Normandie. Quelle différence? Non, pour moi c'est la même chose. Fabriqué en Normandie, c'est plus authentique que juste de Normandie. Faux! 100% de mauvaises réponses. La seule AOP, c'est le camembert de Normandie. Allez! Une confusion dénoncée par ce producteur fermier. Car pour faire un camembert d'appellation, il faut répondre à des obligations que n'ont pas les autres camemberts. La première, les vaches. La moitié au moins du cheptel doit être issue de race normande. Autre impératif, le terroir. Le lait comme le fromage doivent être produits dans certaines communes de Normandie. Les vaches doivent passer 6 mois de l'année dehors. Chez Philippe Mercier, elles broutent dans les pâturages 9 mois sur 12. Une alimentation qui permet à la vache de produire un lait riche, transformé cru, sans pasteurisation, sans le chauffer, afin de garder le maximum de goût. Le camembert au lait cru, une obligation du label qui implique une propreté pour éviter les mauvaises bactéries. Nous n'avons pas de problème sanitaire, nous n'avons pas de présence de bactéries pathogènes dans nos fromages. Vous avez vu, les vaches sont très propres. C'est que du bon sens paysan. Ça permet de faire un fromage au lait cru. Pour comparer la fabrication d'un camembert de Normandie, AOP, au lait cru, à celle d'un camembert fabriqué en Normandie, souvent pasteurisé, nous avons sollicité les industriels. Dans cette entreprise, ces 2 sortes de camemberts sont fabriqués. À gauche, ce sont les machines qui tranchent ou remplissent les moules. À droite, tout est fait manuellement. Et surtout, le moulage à la louche, qui prend beaucoup plus de temps. On a beaucoup plus l'expression du terroir, on va être sur un produit qui est
vivant, qui est épais, qui a une belle authenticité. Mais y a-t-il une différence de goût entre tous ces produits? Nous avons fait tester à un fromager 3 camemberts sans lui préciser leur origine. Un camembert fermier d'appellation d'origine protégée, un lait cru industriel et un camembert pasteurisé industriel. Le pasteurisé, Camembert passe partout. C'est un produit alimentaire. C'est pas avec ça qu'on va se faire plaisir. Le second, le lait cru industriel, pas d'odeur particulière. Non, c'est pas un produit désagréable. Le troisième, normalement, à l'œil, à l'odeur déjà. l'appellation d'origine protégée, Là, on a un camembert qui a le goût de camembert. bingo. Pour lui, le terme Normandie devrait être banni des boîtes quand le camembert n'est pas AOP. On l'appelle camembert et puis c'est tout. Mais qu'on n'aille pas noyer le consommateur dans des appellations plus ou moins douteuses. Des camemberts dont le prix varie entre 1,40 € et plus de 5 €. Seul un camembert sur 13 est une appellation. Nous sommes toujours à la ferme des 30 Arpents. Bonjour Véronique Richet-Le-Rouge, merci d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes journaliste, auteur de Main basse sur les fromages AOP. Alors, dans votre ouvrage, vous dénoncez l'irruption des grands groupes laitiers dans les AOP. Est-ce que cela veut dire que la notion d'AOP n'a plus aucun sens aujourd'hui ? La notion d'AOP a un sens. Le problème, c'est que l'intrusion en effet des multinationales, c'est-à-dire des géants, des entreprises qui sont milliardaires, je prends le cas de Lactalis qui fait 17 milliards d'euros, Sodial qui fait 5 milliards d'euros. Comment peut-on imaginer qu'un géant laitier qui pèse des milliards puisse fabriquer des fromages fermiers, des fromages AOP avec le respect de la tradition ? On a du mal à imaginer que ces logiques puissent converger à un moment donné. Et on voit bien que dans les cahiers des charges aujourd'hui et dans les AOP en France, progressivement, ces multinationales rachètent des fromageries les unes après les autres et bien amenuisent en fait la diversité économique de ces AOP et donc forcément la qualité à terme. Alors ici, on est sur une terre de production de brie. Est-ce qu'il y a des fromages AOP qui sont plus touchés que d'autres parce que vous dénoncez ou au contraire, il y a des fromages qui résistent mieux ? Alors, c'est vrai que si on prend le cas de la Normandie, le Livaro, qui est une grande AOP très ancienne, aujourd'hui est détenu par 90% de ses parts de marché sont détenues par Lactalis. Dans le camembert, si je prends le cas du camembert, Lactalis détient 60% des parts de marché avec en face un seul opérateur, je dirais d'une taille conséquente, qui est la marque Gillot, qui reste encore à peu près, qui se défend, qui est une PME d'une certaine taille, et puis ensuite vous avez 2 fermiers et c'est fini. Donc on voit bien que l'AOP est extrêmement fragilisée. Alors après, si je prends Sodial, parce qu'on ne va pas parler que de Lactalis, Sodial détient en Cantal à peu près 35-40%, avec en face Lactalis qui en détient autant, etc. Et on voit bien que finalement le plateau de fromage est disputé par les multinationales de plus en plus, que les fermiers et les petits opérateurs, tout ce maillage de petites entreprises, de petits artisans qui faisaient la qualité, la diversité du plateau de fromage français, eh bien, est en train de disparaître. Et face à ces mastodontes, justement, comment résistent les petits producteurs encore indépendants ? Mal, ils résistent mal, parce qu'il y a toujours eu des gros. Et l'idée n'est pas d'aller contre les gros. Je prends le cas du Roquefort, la Société des Caves, qui aujourd'hui est le Roquefort Société. À l'origine, la Société des Caves, c'était déjà un industriel en 1930. Il y avait déjà des industriels. Sauf que ces industriels travaillaient main dans la main avec les moyens, avec les petits. Et il y avait une discussion... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et il y avait une discussion qui se faisait autour du développement économique et tout le monde en profitait parce que l'idée, c'était de développer un bien commun. Cette notion de bien commun est très importante. A disparu selon vous au profit de l'agrofinance. Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui que des autorités de l'INAO, par exemple, reprennent la main en quelque sorte et protègent mieux les AOP ? Le problème, c'est que l'Institut national des appellations d'origine, qui est quand même la spécificité française, qui est une sorte de super institution chargée de protéger les AOP, n'a pas de lecture économique sur le sujet. C'est-à-dire qu'elle dit, nous, on s'occupe des cahiers des charges, très bien,
On regarde si le cahier des charges est respecté, mais à la rigueur que ce soit une multinationale, un fermier, une PME qui fabrique, ce n'est pas notre problème. Et là, pour moi, ça pose problème parce qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer qu'un géant laitier propose à terme la même qualité et le même avenir pour une AOP et la même protection que 40, 50, 60 fermiers, 10 PME, etc. qui travaillent ensemble sur le sujet. Merci beaucoup Véronique Richet-Le-Rouge d'être venue jusqu'à nous. Alors, on vient de le comprendre, la France est le pays du fromage par excellence. On en produit 1200 variétés. Petite plongée dans une industrie qui s'exporte beaucoup, une vitrine à la fois gastronomique et économique. Des fromages qui sentent fort peut-être, mais qui font vendre. Avec 640 000 tonnes par an qui partent à l'étranger, soit près de 20 kilos par seconde, la France est le premier exportateur mondial de fromage en valeur, le second, derrière l'Allemagne en quantité. Avec un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, leur vente représente la première des exportations laitières. Destination, nos voisins européens à 80%, car les pays de l'Union ont harmonisé leur réglementation. Les fromages français traversent tout de même les océans. Les États-Unis et le Japon disent yes aux AOP et les servent dans les grands restaurants et les fromageries de luxe. Mais à cause du transport, du coût et des restrictions liées au lait cru, certains pays préfèrent fabriquer leurs propres fromages en les pasteurisant. Aucune loi internationale ne protège les recettes françaises. On pourra donc trouver du camembert en Suède, de la tome au Canada et quantité de gruyère en Nouvelle-Zélande. Et pour refermer cette émission, petit clin d'œil à ceux qui adorent le fromage mais qui n'en consomment pas, soit parce qu'ils sont véganes ou tout simplement intolérants au lactose. Mais qu'ils se rassurent, des alternatives existent. On les appelle des vromages, combinaison de fromage et de vegan. Vous voyez ce reportage tourné à Paris. Dans cette crèmerie, les laits de vache et de brebis sont proscrits. Les vromages ou fromages végétaux se destinent à une clientèle végane qui ne consomme aucun produit d'origine animale. Il y a 3 ans, mon mari et moi, on cherchait des produits artisanaux et gourmands parce qu'à la base, on est des personnes très gourmandes. Et à ce moment-là, on est devenu végétalien et on voulait absolument trouver la même qualité des produits qu'on mangeait auparavant. Au lieu de produits laitiers, Marie-Carmen utilise des noix de cajou ou du lait d'amande mélangé à des graines, des épices ou des herbes. Comme pour le fromage traditionnel, une étape de fermentation est nécessaire, suivie de 5 à 15 jours d'affinage. C'est vrai que c'est un travail vraiment acharné qui demande constamment avoir l'œil dessus pour avoir la texture, les goûts, les odeurs, comment développer notre date limite de consommation, quel type de goût va plaire au plus grand monde. Donc c'est un travail véritablement d'intuition. Et côté client, certains sont ravis de voir une offre végane plus riche. Il y a des produits, des marques industrielles qui vendent des produits véganes, ils ne sont pas terribles, c'est très fade en fait. Tandis que des petites boutiques comme ça, c'est vrai que c'est plus intéressant. Il y a de la recherche, il y a des épices et on peut déguster sur place aussi, donc c'est quand même intéressant. Et les consommateurs traditionnels, qu'en pensent-ils ? Ça quand même. Non, franchement, merci. Très raffiné. Bah, c'est plutôt bien assaisonné. Non, c'est du fromage. Non, c'est légèrement épicé. En fin de bouche, il y a un petit aspect un petit peu granuleux. Face à la tendance végane, les enseignes proposent de plus en plus d'alternatives aux produits issus de l'exploitation animale. Reste à convaincre les Français, très attachés à leur bon vieux fromage. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité à notre chaîne. À bientôt pour un nouveau numéro de 7 jours en France.